Imaginez-vous assis dans le cockpit d'un petit avion monomoteur par un beau samedi matin, attendant simplement votre autorisation de décollage au seuil de la piste. Ça semble plutôt agréable, n'est-ce pas? Eh bien, c'était effectivement agréable pour ce père et son fils, jusqu'à ce qu'un Airbus 320, presque entièrement chargé, fonce droit sur eux. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, et avant de nous intéresser aux avions et aux équipages impliqués, il nous faut d'abord examiner de plus près le contexte de cet événement. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac se situe juste à l'ouest de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Il sert de base importante pour des compagnies aériennes telles qu'EasyJet, Volotea et Transavia. Et même s'il est bien plus petit que les grands hubs européens comme Paris-Charles de Gaulle ou Francfort, il reste un aéroport international, accueillant des millions de passagers chaque année et proposant des vols réguliers vers des destinations dans toute l'Europe. C'est en fait assez courant en Europe puisque les vols à l'intérieur du continent dépendent beaucoup moins des grands hubs qu'aux États-Unis par exemple. En même temps, Bordeaux accueille également une communauté d'aviation générale très dynamique. Il y a des écoles de pilotage, des aéroclubs locaux, des avions privés et des jets d'affaires, et tous partagent les mêmes pistes que le trafic aérien régulier. Cette combinaison crée un environnement opérationnel très différent de ce que l'on trouve dans un grand aéroport international plus classique. Et cela affecte en fait tous ceux qui y opèrent. Les contrôleurs aériens à Bordeaux ne gèrent pas seulement le flux presque continu des arrivées et des départs commerciaux comme le feraient leurs collègues dans les grands aéroports. Non, ils doivent aussi régulièrement alterner entre des avions de ligne rapide, des jets d'affaires et des avions légers beaucoup plus lents. Tous ces appareils ont des normes opérationnelles, des procédures et des caractéristiques de performance très différentes. Et je n'ai même pas encore mentionné qu'ils doivent passer du français avec les avions locaux à l'anglais avec les avions de ligne. Et cela signifie également que le rythme de travail et la charge de travail dans la tour de contrôle changent constamment tout au long de la journée. Un contrôleur aérien peut à un moment gérer un Airbus qui s'apprête à atterrir en utilisant une approche aux instruments. Puis, il peut aussi donner des infos de circulation à un pilote privé dans un avion monomoteur à piston lors d'un vol de loisirs le week-end. Mais pour être tout à fait clair, en termes de taille, cela reste un grand aéroport. Il dispose de deux pistes qui se croisent, 0523, qui mesure 3100 mètres, soit 10 717 pieds de long, et la piste 1129, qui est un peu plus petite, mais reste suffisante pour de nombreux avions de ligne avec 2415 mètres, soit 7 923 pieds. Comme dans tout autre aéroport commercial très fréquenté, les contrôleurs aériens à Bordeaux sont chargés d'un large éventail de tâches. Ils délivrent les autorisations de roulage, coordonnent le départ, organisent l'arrivée des avions sur les approches aux instruments et surveillent les avions évoluant à vue autour de l'aéroport. Et ils s'assurent que chaque mouvement sur et autour de la piste se déroule en toute sécurité. Et pour rendre tout cela possible, ces responsabilités sont généralement réparties entre plusieurs postes de contrôleurs aériens différents, chacun ayant un rôle clairement défini. Le contrôleur sol gère les avions sur les voies de circulation et les aires de stationnement. Le contrôleur tour gère les décollages, les atterrissages et l'occupation des pistes, tandis que le contrôleur d'approche organise le trafic des arrivées et des départs dans l'espace aérien environnant. D'autres postes fournissent des informations et des services de circulation aux avions qui opèrent selon les règles de vol à vue dans la zone. Dans des circonstances normales, le fait de séparer ces responsabilités permet à chaque contrôleur de se concentrer sur une partie spécifique de l'opération sans être submergé ni surchargé. Mais dans les aéroports plus calmes ou pendant les périodes de faible trafic, il n'est pas toujours pratique, ni même nécessaire, de pourvoir chacun de ces postes individuellement. Dans ces cas-là, les contrôleurs peuvent regrouper deux postes ou plus, ce qui est une pratique courante partout dans le monde et, lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée, cela peut se faire en toute sécurité. Vous pourriez penser que la décision de regrouper ou de séparer les postes dépendra du nombre d'aéronefs dont chaque contrôleur doit s'occuper. Et cela pourrait bien être le cas dans d'autres aéroports. Mais dans un endroit comme Bordeaux, les différents types d'aéronefs en jeu comptent davantage que le simple volume de trafic. Ainsi, un nombre relativement important d'aéronefs, principalement similaires, avec globalement la même approche, les mêmes vitesses et performances, sont beaucoup plus faciles à séquencer et à gérer en général qu'un plus petit nombre d'avions de ligne, d'aviation générale et de jets d'affaires tous mélangés.
Et comme si tout cela n'était pas déjà assez compliqué, le constructeur aéronautique Dassault avait également des installations à Bordeaux. Et la proximité de l'aéroport avec plusieurs zones d'essais civils et militaires signifie que Dassault, les Rafales et les jets d'affaires Falcon opèrent également régulièrement des vols à destination et en provenance de cet aéroport. C'est pourquoi la charge de travail réelle est un meilleur moyen de décider de regrouper ou séparer les positions de contrôle là-bas. Cependant, la charge de travail est un indicateur subjectif et des hausses progressives peuvent passer inaperçues. Quoi qu'il en soit, tôt le matin du 31 décembre, le jour de cet incident, Bordeaux fonctionnait exactement dans ce type de configuration combinée, avec un total de 3 contrôleurs aériens présents dans la tour. 2 d'entre eux étaient arrivés vers 7h30 ce même matin, tandis que le 3e avait pris son service vers 9h45. Et ils avaient initialement organisé les choses de façon à ce que l'un d'eux gère simultanément les positions tour, sol, approche et information, ce qui, pour être clair, signifiait toutes les positions. Ces contrôleurs étaient connus sous le nom de contrôleur tour, et le 2e contrôleur travaillait alors comme assistant du contrôleur tour, chargé des strips et des fonctions d'appui. La 3e position était celle d'un superviseur, dont le rôle était simplement de superviser l'ensemble de l'opération. Ce matin-là, la météo était aussi bonne qu'on pouvait l'espérer en décembre dans le sud-ouest de la France. La visibilité était illimitée. Sous un ciel d'hiver bleu et dégagé, il y avait de faibles vents, une température d'environ 11 degrés Celsius, et la piste 2-3 était utilisée à la fois pour les arrivées et les départs. Donc, d'un point de vue opérationnel, rien dans la météo ou les conditions initiales de trafic ne laissait penser que cette matinée présenterait des défis inhabituels. Mais comme les spectateurs réguliers de cette chaîne le savent maintenant, de nombreux incidents et accidents se produisent justement lorsque des conditions comme une bonne météo favorisent l'installation d'un certain relâchement. À 10h42 heure locale, le premier des 2 avions sur lesquels nous allons nous concentrer aujourd'hui est entré en scène. Il s'agissait du vol EasyJet 8013, un Airbus A320 immatriculé Oscar Echo India November Echo qui venait d'être autorisé initialement à descendre à 3000 pieds à l'approche de Bordeaux. Il avait décollé de Londres Gatwick plus tôt dans la matinée et était presque plein, avec 179 passagers à bord. Il y avait également 2 pilotes et 4 membres d'équipage cabine, ce qui portait le nombre total de personnes à bord à 185. Et son indicatif d'appel ce matin-là était Alpine 49 Québec Hôtel. Aux commandes ce matin-là se trouvait un commandant de bord italien qui totalisait environ 9000 heures de vol, ce qui signifiait qu'il était considéré comme très expérimenté. Son copilote, qui occupait le poste de pilote surveillant, était de nationalité française et comptait environ 2100 heures de vol. Le rapport final n'entre pas vraiment dans les détails ou les antécédents de ces pilotes, car cela n'aura pas vraiment d'importance pour ce qui allait se passer. Mais il est important de savoir que ces 2 pilotes étaient basés à Bordeaux, donc ils connaissaient bien l'aéroport et ses particularités. Alors que l'équipage d'EasyJet poursuivait sa descente vers Bordeaux, l'activité autour de l'aéroport augmentait progressivement, avec de plus en plus d'avions dans et autour de son espace aérien. À 10h46, l'avion EasyJet a été autorisé à effectuer l'approche ILS sur la piste 23, alors qu'il descendait à environ 10 400 pieds. Et alors qu'ils se préparaient maintenant pour leur arrivée, les avions dans toute la zone de contrôle commençaient à appeler le contrôleur tour pour les autorisations de roulage, les autorisations de transit et les informations de vol, augmentant progressivement sa charge de travail. Puis, à 10h50, le pilote d'un petit avion d'aviation générale a appelé et a signalé qu'il était prêt à rouler depuis le parking de l'aéroclub, alors le contrôleur lui a demandé de rouler dans un premier temps vers le point d'attente Alpha pour la piste 23. Ce pilote était aux commandes d'un Robin DR-400-160, un petit avion monomoteur blanc et rouge à 4 places, très populaire auprès des aéroclubs et des écoles de pilotage de la région. Et le pilote de celui-ci, immatriculé Foxtrot Golf Tango Zulu Yankee, l'avait loué auprès de l'aéroclub local. À ce moment-là, il avait accumulé environ 210 heures de vol depuis l'obtention de sa licence en 2012. Et pour ce vol en particulier, il emmenait également avec lui son fils de 9 ans. Juste après le premier échange du pilote avec le contrôleur aérien, un autre vol V4 a appelé à propos de l'activation d'un plan de vol au départ. Et à peu près au même moment, un Airbus A321 d'Air France roulait également vers la piste, alors que plusieurs autres avions légers étaient déjà en opération autour de l'aéroport et se disputaient l'attention du contrôleur.
Ainsi, au cours des minutes suivantes, le contrôleur s'est retrouvé à passer continuellement d'un avion à l'autre, chacun nécessitant des instructions, des informations et une assistance très différentes. En soi, aucune de ces tâches n'était particulièrement difficile ou inhabituelle. Mais ce qui commençait à devenir un problème, c'était la rapidité à laquelle ils arrivaient et la fréquence à laquelle le contrôleur était obligé de passer d'une tâche mentale à une autre et d'une langue à l'autre. En plus de cela, puisqu'il cumulait les postes et gérait donc le trafic dans toute sa zone de contrôle, il avait réglé son écran radar sur une portée étendue, ce qui rendait plus difficile la visualisation précise des mouvements autour de l'aéroport. L'un des avantages de la répartition des postes aurait été que chaque contrôleur aurait son propre écran radar réglé à l'échelle la plus appropriée, mais ce n'était plus le cas. À la suite de cela, les enquêteurs allaient passer beaucoup de temps à analyser précisément ce genre de choses. Car même si le nombre d'avions dans la zone n'a jamais été exceptionnellement élevé, la complexité de ce que le contrôleur devait gérer augmentait progressivement. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, tout semblait encore bien dans la charge de travail à laquelle les contrôleurs de Bordeaux étaient habitués. Mais il aurait probablement été judicieux de scinder rapidement la position juste à ce moment-là. La question devient donc, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Le premier indice n'est pas apparu dans les enregistrements radio, mais dans quelque chose de bien plus simple, le planning de service du contrôleur. Comme je l'ai dit plus tôt, 3 contrôleurs étaient en poste ce matin-là, mais selon le planning officiel, il aurait dû y en avoir 6. Et si ce planning avait été respecté, cela aurait signifié que d'autres contrôleurs seraient arrivés au cours de la matinée, ce qui aurait alors permis de scinder les positions de contrôle. Mais pour une raison quelconque, cela ne s'est jamais produit. Alors, pourquoi donc? Eh bien, il s'est avéré plus tard qu'avant même le début de la relève, le superviseur de la tour et les autres contrôleurs qui travaillaient ce jour-là, ou qui étaient censés travailler ce jour-là, s'étaient mis d'accord pour modifier l'organisation du personnel. Donc, au lieu que les 6 contrôleurs se présentent comme prévu, l'équipe du matin allait désormais commencer et continuer avec seulement 3 contrôleurs en service, ce qui doublait de fait la charge de travail pour les présents. Voilà, donc dans quelle situation nous étions alors que cet incident approchait. Sauf que, pendant que le vol EasyJet était en approche, le contrôleur aérien à la position d'assistant est d'abord allé aux toilettes, puis a pris une pause prévue. Il restait dans la cabine de la tour, mais n'exerçait aucune fonction. Donc, le superviseur de la tour a alors assumé le rôle d'assistant en plus de sa supervision. Et cela signifiait qu'il ne restait plus que 2 contrôleurs aériens actifs. L'homme, identifié dans le rapport comme contrôleur A, portait désormais la responsabilité de la tour, du sol, de l'approche et de l'information de vol simultanément, avec le superviseur, désormais aussi assistant, remplissant les fiches avec les infos sur les nombreux vols VFR alentour. Donc, il ne prêtait pas vraiment attention à ce qui se passait réellement sur la piste. Maintenant, pour être tout à fait clair ici, cette réduction personnelle n'était pas une procédure autorisée, mais elle était à la fois connue et tolérée. La direction du contrôle aérien savait que les superviseurs de la tour réduisaient les effectifs présents par rapport au planning, mais avait laissé faire pour éviter des conflits avec les syndicats des contrôleurs. À cause de cela, dans leurs témoignages ultérieurs, tous les contrôleurs impliqués ont clairement indiqué que ce type d'ajustement des effectifs était considéré comme parfaitement sûr et était progressivement devenu une pratique acceptée, surtout pendant les périodes plus calmes, lorsque le trafic devait rester faible. Encore une fois, c'était un samedi, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune activité de test militaire dans la zone, renforçant l'idée que tout se passerait bien, comme cela avait toujours été le cas. C'est exactement ce que l'on appelle la normalisation de la déviance, et il s'avérera plus tard que cela ne se limitait pas uniquement à la tour de Bordeaux. Au lieu de cela, les enquêteurs ont conclu que la réduction informelle des effectifs reflétait une pratique organisationnelle beaucoup plus large qui existait au sein du fournisseur français de services de navigation aérienne depuis des années, laissant la direction avec une visibilité très limitée sur le nombre réel de contrôleurs effectivement présents à leur poste de travail à un moment donné. Jusqu'à présent, rien de tout cela n'avait causé d'accident grave. Mais il est probable que cela se produisait en arrière-plan, grignotant silencieusement les marges de sécurité bien avant ce matin fatidique. Quoi qu'il en soit, les choses commençaient maintenant à devenir assez animées. Mais dans l'ensemble, la matinée se déroulait comme le contrôleur aérien de la tour l'avait prévu. Alors que le Robin et ses 2 occupants roulaient vers le point d'attente Alpha,
L'Airbus A321 d'Air France roulait aussi pour décoller de la piste 23. Et comme les trajectoires de roulage des deux avions se croisaient brièvement, le pilote du Robin s'est arrêté et a cédé le passage au vol Air France, déclenchant discrètement la chaîne d'événements qui allait mener à l'incident. L'Airbus a rapidement atteint la piste 23, a reçu l'autorisation d'entrer et de décoller, puis a décollé normalement. Mais son rôle dans cette histoire n'était pas encore terminé. Après le décollage du vol Air France, le contrôleur aérien a demandé au pilote du Robin de s'aligner et d'attendre au seuil de la piste 23. Mais comme l'Airbus A321 au départ était un avion bien plus gros, un départ immédiat du Robin aurait été une très mauvaise idée. Vous voyez, lorsque des avions plus gros commencent à générer de la portance avec leurs ailes, une énorme quantité d'air va essayer de passer de la zone de haute pression, sous les ailes, vers la zone de basse pression au-dessus. Mais le seul endroit où ce mouvement est réellement possible, c'est au niveau des extrémités des ailes. Cela signifie donc que tous les avions plus gros laissent derrière leurs ailes de puissants vortex, et ceux-ci peuvent être très dangereux, en particulier pour les petits avions d'aviation générale comme ce Robin. Maintenant, ces tourbillons perdent de l'altitude, se dissipent progressivement et sont également déplacés par le vent. Les avions plus petits sont donc tenus d'attendre quelques minutes après le départ d'appareils plus lourds, le temps que cette masse d'air devant eux se calme un peu. Normalement, cela se fait au point d'attente, mais dans ce cas, le Robin avait déjà reçu l'autorisation de s'aligner et d'attendre. Le pilote vient donc d'accuser réception de l'instruction du contrôleur aérien, a roulé son avion jusqu'aux grandes marques blanches du seuil, s'est aligné sur l'axe de piste et a lancé un chronomètre. Il savait qu'il devrait attendre environ 2 minutes avant de décoller, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, dans la tour, à chaque seconde qui passait, son avion devenait un peu moins présent dans l'esprit du contrôleur aérien. Et cela parce que le contrôleur aérien avait déjà commis une petite erreur, mais lourde de conséquences. Pendant ce temps, l'Airbus EasyJet continuait sa descente vers Bordeaux. À 10h53, il se trouvait à environ 8000 nautiques de la piste, descendant à 2800 pieds à une vitesse d'environ 170 nœuds. Et au lieu de donner maintenant l'autorisation d'atterrir, le contrôleur Tour a simplement demandé à l'équipage de poursuivre leur approche tout en leur communiquant les dernières informations sur le vent. À ce stade, tout semblait encore aller plutôt bien. Puisque le petit avion occupait la piste, il était logique que le contrôleur retarde l'autorisation d'atterrissage pour l'équipage de l'Airbus. Et il restait encore largement assez de temps pour que le Robin termine son temps d'attente pour la turbulence de sillage, reçoive son autorisation de décollage et décolle, bien avant que le vol EasyJet ne s'en approche. Presque aussitôt après que le contrôleur ait donné l'information sur le vent au vol EasyJet, le rythme dans la tour s'est à nouveau accéléré. Un autre pilote VFR a appelé pour activer un plan de vol au départ et demander un niveau de croisière cette fois. Pendant ce temps, un autre avion demandait des informations sur le trafic en transitant la zone de contrôle. En plus de cela, l'Airbus A321 d'Air France qui venait de décoller continuait sa montée et nécessitait donc d'autres instructions. Et un autre pilote a simplement demandé qu'une transmission radio précédente soit répétée. Encore une fois, chacun de ces échanges n'a duré que quelques secondes, mais ensemble, ils forment un flux presque continu d'appels radio, obligeant le contrôleur aérien à réagir, réfléchir et déplacer son attention rapidement d'un avion à l'autre. Et pendant qu'il gérait tout cela, le pilote du Robin attendait patiemment sur la piste 23, tandis que son chronomètre continuait de tourner. Mais il pensait naturellement que le contrôleur aérien, qui lui avait demandé d'attendre, saurait quand le délai serait fini et lui donnerait vite l'autorisation de décoller. Pendant ce temps, le vol EasyJet 8013 poursuivait son approche ILS pour la piste 23, son équipage étant évidemment conscient qu'il n'avait pas encore reçu l'autorisation d'atterrissage, mais cela, en soi, n'était plus très inhabituel désormais. Petite parenthèse. En général, quand les contrôleurs de la tour retardent l'autorisation d'atterrissage, ils en donnent aussi la raison pour que tout le monde soit bien informé. Mais même sans cela, les pilotes EasyJet pouvaient deviner qu'un avion était peut-être en train de décoller devant eux ou qu'il se passait autre chose sur la piste. De leur point de vue, ce délai signifiait juste que le contrôleur était occupé et reviendrait bientôt leur donner l'autorisation d'atterrir. Mais il y avait aussi un autre problème ici. Quelque chose qui me dérange un peu personnellement et dont je n'ai pas vraiment parlé. Vous voyez, la raison pour laquelle je viens de dire que les pilotes d'EasyJet pouvaient deviner ce qui se passait plutôt que de le savoir avec certitude, même s'ils pouvaient clairement entendre toutes les transmissions, c'est que ces autres conversations n'avaient pas lieu en anglais.
Au lieu de cela, presque tous les avions légers communiquaient avec le contrôleur aérien en français. Ainsi, même si les pilotes d'EasyJet comprenaient que la fréquence était devenue vraiment chargée, ils ne pouvaient pas suivre la plupart de ce qui se passait. Du moins, pas les deux, puisque le copilote était en fait français. Mais pour le pilote dans le petit avion Robin, la situation était un peu différente. En tant que pilote d'aviation générale français, il possédait une licence de radiotéléphonie qui ne l'autorisait à parler à la radio qu'en français. Mais il parlait et comprenait l'anglais assez bien, suffisamment pour suivre toutes les conversations radio en cours, ce qui allait bientôt s'avérer très utile. Ainsi, assis sur la piste, il écoutait maintenant le contrôleur continuer à travailler avec un avion après l'autre. Mais son autorisation de décollage n'arrivait toujours pas. Il est important de noter que les enquêteurs n'ont pas considéré ces barrières linguistiques comme une cause ou un facteur pertinent dans la suite des événements. Et c'est quelque chose avec lequel je sais que de nombreux pilotes dans l'industrie, moi y compris, auraient quelques réserves. J'ai passé plus de 21 ans à atterrir dans de grands et petits aéroports partout en Europe. Et je peux vous dire que ce genre de situation où les pilotes de l'aviation générale parlent la langue locale pendant que nous parlons anglais est assez courant. Je comprends parfaitement que cela soit pratique à la fois pour les contrôleurs locaux et les pilotes. Mais du point de vue de la conscience situationnelle, c'est vraiment effrayant. Et si cela ne tenait qu'à moi, aucune autre langue que l'anglais ne devrait être autorisée dans un environnement radio opérationnel sur et autour d'un aéroport commercial international. Du moins, pas si des avions commerciaux parlant anglais sont sur la fréquence. Mais ce n'est peut-être que mon avis. Quoi qu'il en soit, le commandant de bord d'EasyJet a ensuite déclaré aux enquêteurs que, même s'il comprenait très peu le français, il était bien sûr parfaitement conscient que la fréquence radio était assez saturée. Son copilote dira également la même chose plus tard, même s'il pouvait évidemment tout comprendre. Il faut souligner que dans le cockpit d'une compagnie aérienne, tout se fait en anglais, y compris la communication avec le contrôleur aérien. Donc, il n'est pas totalement certain qu'il ait été pleinement attentif à toutes les discussions en français qui avaient lieu sur la fréquence. Mais ce n'est que de la spéculation de ma part. Encore une fois, le rapport final n'a pas du tout abordé l'aspect linguistique de cette histoire. Lorsque l'Airbus EasyJet est passé à 4000 nautiques en finale, le copilote voulait appeler la tour et lui rappeler leur position, mais la radio était maintenant tellement occupée qu'il n'a pas pu placer un mot. De retour sur la piste, le pilote du Robin regardait toujours patiemment son chronomètre. Les 2 minutes dont il avait besoin étaient passées depuis longtemps, mais il n'avait toujours pas reçu d'appel. Il dira plus tard aux enquêteurs que ce retard ne l'inquiétait pas vraiment. Il supposait que le contrôleur aérien était parfaitement au courant de sa position. Mais comme les pilotes d'EasyJet, il voyait bien que le contrôleur était vraiment occupé, et il pensait qu'il finirait par revenir vers lui. Donc, forcément, l'autorisation de décollage n'était plus qu'une question de secondes. Mais que se passait-il alors dans la tour? L'avait-il vraiment oublié? Et si oui, comment? Eh bien, souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Le contrôleur avait raté quelque chose, une erreur qu'il avait commise juste au moment où le Robin avait reçu l'autorisation d'entrer sur la piste. Et aussi, comment l'assistant de la tour était occupé à remplir les fiches pour l'avion V4. Eh bien, l'une des fiches que son superviseur avait préparées concernait l'avion Robin. Et elle avait été transmise au contrôleur de la tour. Maintenant, le principe de ces fiches était que le contrôleur devait les placer sur un panneau devant lui, correspondant à la position de chaque avion dans leur séquence de départ et d'arrivée. Mais surtout, lorsque le pilote du Robin s'est aligné sur la piste pour le départ, le contrôleur avait oublié de placer sa fiche correspondante sur la surface blanche qui représentait la piste. Et avec cela, une partie importante de sa surveillance venait de disparaître. Dans le cockpit d'EasyJet, l'équipage devait désormais prendre une décision. Il descendait à environ 500 pieds et il n'avait toujours pas reçu l'autorisation d'atterrir. Le copilote a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il avait brièvement détourné son attention des instruments de vol vers la piste devant lui, vérifiant consciemment si un autre avion pouvait encore occuper la piste et, de façon cruciale, il n'a rien vu. Pour le commandant de bord aussi, la piste paraissait désormais totalement dégagée, comme pour son collègue. Mais comment cela était-il possible? Eh bien, souvenez-vous quand j'ai dit que le Robin était blanc et rouge? Eh bien, les parties rouges étaient seulement peintes sur les côtés de l'avion et sur la dérive, donc vu d'en haut, il aurait semblé entièrement blanc. Et comme il se trouvait au-dessus des marques de seuil blanches, qui sont elles aussi blanches et probablement plus grandes que l'avion,
il se serait fondu dans l'arrière-plan assez facilement. Un facteur qui a également été aggravé par le fait que la première partie de la piste 23 avait été remplacée par un revêtement de couleur plus claire. Certains d'entre vous se demandent peut-être, EasyJet n'avait-il pas le TCAS? Et oui, ils en avaient un. Donc si les pilotes avaient regardé leur écran de navigation, ils auraient vu le symbole de l'avion Robin à cet endroit. Mais comme ils étaient maintenant si bas, l'alerte sonore de trafic qu'ils auraient dû recevoir a été inhibée. Elle était là, en jaune, graphiquement, mais encore fallait-il que les pilotes la cherchent. Ce type d'alerte est fréquent, car elle se déclenche aussi avec des avions en attente au point d'arrêt. La voie semblant désormais libre, le commandant de bord commençait à s'impatienter. Il a alors demandé à son copilote de demander l'autorisation au contrôleur dès qu'il le pourrait. Quelques secondes plus tard, la fréquence s'est brièvement tue. Mais avant que le copilote ne puisse prendre le micro et appuyer dessus, le contrôleur de la tour les a appelés et leur a donné l'autorisation d'atterrir. Le copilote a vite accusé réception de l'autorisation et le commandant a poursuivi l'approche ILS vers la piste 23, apparemment dégagée, qui n'était plus qu'à quelques secondes. Mais au sol, le pilote du Robin a maintenant entendu cette autorisation d'atterrissage et heureusement, il l'a comprise, même si elle était en anglais. Mais il n'était toujours pas certain qu'il y avait vraiment un problème. Peut-être que cet avion était encore assez loin. Contrairement à d'autres petits avions, la conception du DR-400 n'incluait pas de fenêtre arrière, donc il ne pouvait pas simplement se retourner et regarder directement derrière lui. Son avion était bien équipé d'une unité de navigation Garmin, mais il n'avait pas l'ADS-B-In ni aucun autre moyen d'interroger la position des autres avions autour de lui. Il ne pouvait donc pas savoir à quelle distance réelle se trouvait le vol EasyJet derrière lui. Il a donc continué en supposant que le contrôleur aérien allait lui donner son autorisation de décollage, qu'il avait suffisamment de temps pour décoller et libérer la piste avant que l'Airbus n'atterrisse derrière lui. Mais l'autorisation de décollage n'est jamais arrivée. La fréquence est restée occupée par d'autres avions recevant des instructions. Alors, lorsque son chronomètre a atteint près de 4 minutes, le pilote du Robin a finalement trouvé une ouverture sur la fréquence et a dit « La tour de Fox Yankee ?» Le contrôleur aérien de la tour a d'abord répondu « Fox Yankee ?» sans reconnaître l'indicatif d'appel. Et à ce moment-là, le pilote du Robin a finalement compris qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, été oublié. Il a donc repris la parole et a calmement indiqué à la tour qu'il était toujours aligné sur la piste 23, ajoutant qu'il pensait que les 2 minutes dont il avait besoin étaient désormais écoulées. L'effet de cet appel a été immédiat. Le contrôleur a alors retrouvé sa conscience de la situation et il a immédiatement appelé l'Airbus EasyJet, mais il était encore tellement surpris qu'il a commencé son appel en français. Remise de gaz. Alpine 49 Québec Hôtel. Remise de gaz immédiate. Remise de gaz. Avion sur la piste. À l'intérieur du cockpit de l'Airbus, le commandant de bord a réagi immédiatement, entamant la remise de gaz. Mais un avion comme l'Airbus A320 ne passe pas instantanément d'une descente régulière à une montée rapide. Au moment où l'équipage de l'Airbus a reçu l'ordre de remettre les gaz, ils étaient à une altitude de 373 pieds, ce qui signifiait qu'ils n'étaient qu'à 232 pieds au-dessus du sol. Et l'avion a ensuite continué à descendre pendant encore une dizaine de secondes, descendant jusqu'à seulement 103 pieds au-dessus du sol. Avant que les 2 moteurs CFM56 de l'Airbus n'aient accéléré assez pour permettre à l'avion de reprendre de l'altitude. À ce moment-là, le pilote du Robin, qui s'était auparavant demandé à quelle distance derrière lui se trouvait l'Airbus, a d'abord entendu le grondement des réacteurs se rapprocher de plus en plus. Puis il a finalement vu le géant passer en rugissant juste au-dessus de sa tête. Lorsque l'Airbus est passé au-dessus de lui et de son fils, il se trouvait à une altitude de 372 pieds, soit 178 pieds au-dessus du sol, ce qui correspond à environ 54 mètres. Et plus tard, le pilote du Robin a raconté avoir vu le train d'atterrissage rentrant de l'Airbus alors qu'il s'éloignait en grondant, réalisant que l'équipage du jet ne l'avait pas vu. Les enquêteurs ont ensuite noté que le pilote du Robin n'avait pas tenté immédiatement de quitter la piste, ce qui était très probablement la bonne décision. Avec l'autre avion si proche derrière, toute tentative de dégager la piste aurait facilement rendu la situation encore plus imprévisible, car s'il avait avancé, il se serait retrouvé encore plus près du point de toucher des roues de l'EasyJet. Sa option la plus sûre était donc simplement de rester exactement là où il était et de faire ce qu'il a fait. À l'intérieur du cockpit d'EasyJet, le danger immédiat désormais derrière eux, les pilotes étaient occupés à effectuer l'approche interrompue, se concentrant sur le maintien de la bonne assiette, surveillant les performances de l'avion et respectant la procédure de remise de gaz publiée.
À l'intérieur de la tour de contrôle, le contrôleur aérien est d'abord resté à son poste, mais il a maintenant dû prendre un moment pour se ressaisir et retrouver ses repères. Presque immédiatement, il a alors réalisé à quel point l'incident avait été grave, alors il a demandé à être relevé et le superviseur de la tour a pris sa place. Le troisième contrôleur, en pause lors des faits, est intervenu et a pris le poste d'information de vol. Et le pilote du Robin a profité des minutes suivantes de calme relatif à la radio pour faire un petit bilan personnel, afin de voir s'il pouvait réellement poursuivre son vol de loisirs prévu, ce qu'il a finalement décidé de faire. Effectivement, après avoir probablement attendu encore quelques minutes pour la turbulence de sillage de l'Airbus A320 qui venait de passer, lui et son fils ont simplement décollé et ont terminé leur vol sans autre incident. L'équipage de l'Airbus a suivi la procédure d'approche interrompue, puis a été guidé pour une approche ILS réussie et un atterrissage quelques minutes plus tard. Et heureusement, personne dans aucun des deux avions n'a été blessé et aucun des deux appareils impliqués n'a même subi de dommages. Pour quiconque n'était pas totalement attentif, cet incident aurait pu ressembler à d'innombrables autres remises de gaz sans incident qui ont lieu quotidiennement dans le monde. Mais celui-ci était plus grave pour diverses raisons. L'incident a finalement été signalé, bien que pas aussi rapidement qu'il aurait dû l'être. Et le BEA, l'excellente autorité française d'enquête sur les accidents aériens, a ouvert une enquête officielle sur ce qu'il considérait comme un incident très grave. Il devait maintenant répondre à la question de savoir comment cela avait pu se produire et peut-être pourquoi ce genre de choses continuait à se produire. Cette suite d'événements n'était pas propre à cette histoire. En fait, depuis des décennies, alors que l'aviation dans son ensemble devient de plus en plus sûre, un type d'incident aérien est en augmentation, les incursions sur piste. Seulement quelques semaines après cet incident à Bordeaux, en février 2023, un autre incident très similaire s'est produit lorsqu'un vol FedEx a entamé une remise de gaz à Austin, au Texas, après avoir reçu l'autorisation d'atterrir sur une piste encore occupée par un Boeing 737 de Southwest Airlines. Comme à Bordeaux, les problèmes d'effectifs et la charge de travail à Austin ont poussé l'aéroport à fonctionner sur des hypothèses de plus en plus fausses, jusqu'à ce que les deux avions ne soient plus qu'à quelques secondes l'un de l'autre. Mais alors que la charge de travail des contrôleurs aux États-Unis est causée par des problèmes de personnel et d'autres difficultés qui durent depuis longtemps, les problèmes de personnel en France semblent être davantage auto-infligés. Vous voyez, de façon choquante dans cette enquête, le BEA a conclu que l'erreur du contrôleur n'était que le dernier maillon d'une chaîne beaucoup plus longue, impliquant des pratiques de gestion du personnel très discutables qui étaient progressivement devenues la norme. Le BEA a identifié 2 cas précédents, rien qu'en France, où le regroupement de positions de contrôle aérien avait joué un rôle dans des incidents graves. Plus inquiétant, les enquêteurs ont découvert que la gestion du contrôle aérien ignorait combien de contrôleurs se présentaient réellement au travail. On a constaté que les contrôleurs aériens français ne venaient pas travailler lorsqu'ils étaient censés être de service, puisque les superviseurs de la tour avaient pris l'habitude d'établir leur propre planning parallèle, ce qui permettait aux gens de rester chez eux lorsque la situation du trafic semblait le permettre. La direction du contrôle aérien savait que cela se produisait, mais avait laissé faire car elle voulait maintenir la paix avec les syndicats des contrôleurs aériens. Ce que je trouve personnellement profondément ironique, étant donné que les contrôleurs aériens français font régulièrement grève presque chaque année depuis 21 ans que je vole. Ce problème était en réalité si grave que, déjà en 2014, un audit de l'EASA avait révélé que la méthode française de comptabilisation des heures de travail des contrôleurs ne répondait pas aux critères de fiabilité fixés pour le renouvellement des licences. Et lorsque la direction a tenté d'imposer un système d'enregistrement de la présence au travail via l'utilisation de badges d'accès, cela a rencontré une forte opposition sociale. Et dans certains cas, on a découvert que des contrôleurs faisaient ce qu'on appelle des demi-tours sur le parking, où ils validaient simplement leur badge à l'entrée du parking, puis repartaient aussitôt, juste pour donner l'impression qu'ils étaient au travail. Parmi d'autres recommandations, le BEA a préconisé que le service de navigation aérienne français mette en place un système nominatif automatique pour vérifier quels contrôleurs étaient réellement présents sur leur lieu de travail et à leur poste de contrôle, afin que les effectifs sur le papier ne divergent plus discrètement des effectifs réels. À Bordeaux, des mesures locales ont été prises, notamment un nouvel accent mis sur la séparation des postes combinés, avant que la charge de travail ne devienne excessive. Rappel pour respecter les effectifs prévus au planning et procédure de notification des événements améliorée.
et un minuteur physique au poste de la tour pour réduire le risque que les avions restent trop longtemps en attente sur la piste. Mais je pense que la leçon la plus importante ici est plus fondamentale. Ce n'était pas l'histoire d'un contrôleur aérien négligent ou d'un équipage inattentif. Cela a montré ce qui se passe lorsque les gens commencent à privilégier la commodité et permettent ainsi que les écarts deviennent la norme. Ce qui fait qu'un système conçu avec plusieurs couches de protection se retrouve à dépendre d'un seul pilote qui doit s'exprimer exactement au bon moment. Mais dites-moi ce que vous en pensez et assurez-vous de vous être abonné à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Je m'appelle Peter Hornfeld et vous regardez Mentor Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.